Bonsoir et bienvenue dans ce tout premier épisode de notre podcast Mental de femme, dédié à un sujet essentiel mais très peu abordé, la santé mentale, principalement celle de la jeune fille. Aujourd'hui, les jeunes filles font face à des pressions scolaires, sociales, culturelles et émotionnelles qui laissent des cicatrices invisibles. Pourtant, leurs voix et leurs expériences restent trop souvent dans l'ombre. Je suis Aya Flora Yao et ensemble, nous allons lever le voile autour de ces réalités. Ce podcast est un espace d'échange qui permettra de mettre en lumière ces difficultés qu'elles traversent, briser le tabou autour de ce sujet et également leur offrir des solutions qui leur permettra de renforcer leur résilience. Que vous soyez une jeune fille, un parent ou simplement quelqu'un qui croit en ces jeunes dames, ce moment est pour vous. Que le voyage commence. Pour cette première émission, je suis avec Dr Mariam Sako. Avec elle, nous aborderons le thème du postpartum et de la santé mentale. Dr Mariam Sako dispose de 19 ans d'expérience dans le domaine en tant que gynécologue et hypnothérapeute. Docteur, je vous laisse la parole pour vous présenter plus amplement. Bonjour. Bonjour, docteur. Donc, moi, c'est Dr Mariam Sako. Je suis la fondatrice du centre médico-esthétique Nova qui est situé aux Deux Plateaux. Et je suis gynécologue, hypnothérapeute. Et voilà. Merci, docteur. Alors, durant ces 19 ans d'expérience, est-ce que vous avez eu à suivre des jeunes dames qui ont rencontré ce genre de problème? Mais bien avant, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'on définit comme la période du postpartum? La période de postpartum, c'est la période qui commence dès que l'accouchement est fini et qui va jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. Ça, c'est vraiment la définition stricte. Après, il peut y avoir des manifestations pendant le postpartum qui vont s'étendre après les 6 semaines. C'est ce qu'on va appeler généralement la période de postpartum chez les jeunes dames qui viennent d'accoucher. Alors, pourquoi est-ce que après cette période, on rencontre beaucoup de jeunes filles qui traversent des moments difficiles, que ce soit émotionnels, qui se sentent un peu incomprises? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bon, il y a beaucoup de changements dans le postpartum. Déjà, tout ce qui est hormonal, il y a une chute brusque des oestrogènes, de la progestérone qui vont influer l'humeur. Il y a aussi un chamboulement. La jeune fille ou la femme était une femme, maintenant elle devient une mère. Donc c'est un rôle qu'il faut apprivoiser. C'est des changements dans les dynamiques de la famille aussi. Disons beaucoup de charges, beaucoup de pression également. Oui, parce que communément ou culturellement, la maternité, dès qu'on parle de maternité, tout est positif. Quand on est enceinte, on est forcément heureuse. Quand on accouche, on est forcément heureuse. Dès que l'enfant est là, on est des super mamans, on est heureuse, on sait faire les choses bien, alors que pas du tout. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui rencontrent des difficultés et vu qu'on n'en parle pas, elles pensent qu'elles sont seules, alors que pas du tout. Cela se comprend aisément. Passer de jeune femme à mère, s'occuper d'un enfant, souvent des jumeaux ou même des triplés, c'est vraiment une charge psychologique qui s'ajoute et cela peut être quand même effrayant. Du coup, est-ce que vous savez un peu pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que le sujet, il est, si je peux le dire, un tout petit peu négligé sous nos cieux. Quand elles en parlent, on dit tu n'es pas la première, plusieurs sont passés avant toi, mais pourquoi est-ce que c'est toi? Du coup, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce parce qu'elles n'en parlent pas que le sujet est négligé ou c'est juste par souci de se sentir méprisée qu'elles n'en parlent pas aujourd'hui? Le sujet on n'en parle pas beaucoup pour un peu la raison que je disais tout à l'heure, où on a une idée que la maternité, c'est forcément positif. Donc, il n'y a pas d'espace, en fait, pour permettre aux femmes qui rencontrent des difficultés de s'exprimer, parce que tout de suite, on va leur dire, mais voilà, de tout temps, les femmes ont accouché, il n'y a pas eu de problème, pourquoi pour toi c'est si difficile que ça? Aussi, la stigmatisation, parce que si une dame dit que, par exemple, elle n'a pas de sentiments envers son bébé, on va lui dire, ah, mais tu es une mauvaise mère, comment ça tu n'aimes pas ton bébé, etc. Alors que c'est normal. Mais Euh, est-ce qu'il peut arriver qu'une mère n'ait pas de sentiment envers son Bien bébé? sûr, ça prend du temps. C'est comme une relation. Vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, vous n'allez pas l'aimer tout de suite. Ça peut arriver avec son enfant, c'est pas automatique. C'est un peu difficile dans ce sens, mais est-ce qu'il y a des symptômes quand même qui
pourrait laisser prévoir cela chez la jeune dame qui vit cette période difficile? Bon, dans le postpartum, il y a plusieurs choses. Il y a le baby blues, par exemple. Ça touche 80% des femmes. C'est une période où, bon, souvent à cause des hormones, elles pleurent facilement, elles sont irritables, etc. Donc, ça passe avec le temps. Au bout de 14 jours, normalement, c'est réglé. Euh, Après, il y a la dépression postpartum, quand ça dépasse 14 jours. Et à ce moment-là, il faut commencer à rencontrer des professionnels de la santé mentale parce que les symptômes sont beaucoup plus sévères, tout ça. Et le dernier stade, c'est la psychose, donc qui est beaucoup plus rare. Ça touche 1 à 2 femmes sur 1000. Mais par contre, les symptômes sont graves. Il y a des hallucinations, des comportements incohérents, etc., avec risque suicidaire aussi ou de maltraitance envers l'enfant. Envers l'enfant. C'est vraiment un sujet, je pense, qu'on doit prendre à cœur sous nos cieux. Parce que quand vous avez parlé de symptômes sévères à ce niveau, est-ce qu'on peut avoir des exemples des symptômes sévères de dépression De postpartum dépression, bon, ça va être par exemple une fatigue qui n'a chronique? pas de cause, voilà. Ça peut être des troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, pas envie de s'occuper de l'enfant, des idées négatives, par exemple, je suis une mauvaise mère, des idées suicidaires aussi. Euh, voilà. Ce que je retiens, c'est que ce n'est pas une période vraiment très facile pour toutes les femmes. Mais est-ce que cela arrive à toutes les femmes ou juste une minorité, à un certain pourcentage, ou pratiquement toutes les femmes rencontrent ce problème après l'accouchement? Non, pas toutes les femmes. Par exemple, le baby blues, ça touche 80% des femmes. La dépression postpartum, ça touche entre 10 et 15% des femmes. Donc, il y a quand même des femmes qui ont un postpartum, comme ce qu'on décrit, c'est l'amour fou avec le bébé, tout va bien et tout, tout, tout. Voilà, ça arrive aussi. Parce que ça arrive. En parlant de baby blues, justement, j'allais en venir. On confond un peu souvent le baby blues et le postpartum. Bon, la dépression postpartum. Est-ce qu'il y a une différence que vous pouvez nous suggérer aujourd'hui? Oui, il y a une différence. Déjà, la première différence, c'est que si au bout de 15 jours, tout va bien, c'était pas une dépression. Voilà, c'était juste le baby blues. Le baby blues, c'est vraiment momentané. Les symptômes du baby blues, c'est une irritabilité, des fois des pleurs, etc. Mais c'est pas si grave que ça. La personne peut fonctionner quand même, elle peut vaquer à ses occupations. Alors que dans la dépression, les symptômes sont beaucoup plus sévères. Elle va pleurer, mais pendant des longues périodes de temps. Elle va pas pouvoir s'occuper de son enfant. Elle va pas pouvoir s'occuper d'elle-même. Elle aura du mal à se lever du lit. Les idées suicidaires aussi, qu'on n'a pas dans le baby blues. Là maintenant, c'est la dépression postpartum. Oui. Donc, si je vous ai bien suivi, le baby blues, c'est de 1 à 14 jours. Au-delà, on part à la dépression postpartum. Exact. Pour les jeunes dames qui vivent ce problème, est-ce que vous avez des solutions pour les aider à sortir de là? Et comment est-ce que leur environnement, les personnes qu'elles côtoient, notamment le conjoint, en Afrique ici, après l'accouchement, bien souvent, soit la femme part chez ses parents, ou soit elle est un peu éloignée de son conjoint. Donc, dans ce cas bien présent, comment est-ce que celui-là peut l'aider à se relever et à mieux passer au-dessus de tout ce problème qu'elle rencontre? L'environnement social est très important dans le postpartum pour aider justement la nouvelle mère parce que déjà en termes d'organisation, l'aider à pouvoir s'occuper de l'enfant, à pouvoir s'occuper de la maman, etc. C'est vrai que culturellement, en Côte d'Ivoire en particulier, la femme retourne chez sa famille pour pouvoir être aidée justement. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne rencontre pas autant de cas de dépression postpartum, mais le mari aussi a son rôle à jouer. C'est vrai que culturellement ici, ce n'est pas le cas, mais le mari quand même est la première personne normalement qui devrait pouvoir aider sa femme et son enfant. Bien sûr. En s'occupant de l'enfant aussi. Par exemple, la nuit, faire des tours. Une fois, c'est le mari, une fois, c'est la femme qui se réveille pour s'occuper aussi de la maison, etc., etc. C'est vrai que sous nos cieux, il y a quand même des aides ménagères qui peuvent pallier à beaucoup de choses. Donc, la situation peut être un peu plus facile dans certains cas. Vous avez mentionné le fait que le passage de la jeune dame en famille est bien souvent une bonne occasion pour elle de ne pas vivre cette période. Est-ce que vous pensez réellement que dans famille, cela peut l'aider
à sortir de cette période? Parce que, on va dire, étant dans le cocon familial avec maman, les parents et tout, mais est-ce que même là-bas, elle ne pourrait pas se sentir isolée et même ressentir les mêmes symptômes, Si, malgré tout l'amour qu'elle a, bien sûr? si elle peut se sentir isolée, bien sûr, parce que elle peut être en famille, mais peut-être qu'elle ne reçoit pas ce dont elle a besoin. Peut-être qu'elle est en famille et que justement, dans cette famille-là, les personnes veulent être bienveillantes, mais au contraire, elles vont quand même reporter les idées reçues, en fait, qu'on a sur la maternité pour lui dire, elle peut être en famille et puis on lui dit, ben, c'est à toi de t'occuper de ton enfant, nous, on va pas t'aider à t'occuper de ton enfant, ou voilà. Mais ça doit être difficile alors. Mhm. Parce que si on retourne dans le cocon familial, justement, c'est pour avoir tout ce soutien. Et si on arrive et puis on n'a pas ce soutien, mieux vaut retourner chez mon mari. Tout à On fait. verra alors comment se relayer puis s'occuper du bébé avec une aide ménagère, bien évidemment. Toutes les familles ne sont pas forcément bienveillantes. Elles veulent bien faire, mais parfois, ce n'est pas le cas. Je reviens à un cadre un peu plus général. On a parlé de l'influence de la famille, de l'environnement immédiat, mais qu'en est-il de l'environnement social? Voilà. Mhm. Asie, par exemple, les personnes que je fréquente, mes amis, est-ce que ceux-là peuvent également m'aider à traverser cette période? Et dans la même veine, voilà, je poserai en même temps mes deux questions à ce propos. Dans la même veine, est-ce que il y a un programme d'État, ou bien je ne sais pas comment je vais le dire, est-ce que l'État, ou bien il existe un programme qui accompagne les jeunes dames qui vivent cette période difficile, par contre? Alors, les amis, les collègues, tout le monde peut aider, bien sûr. Ça peut être, si vous avez des amis proches, elles peuvent dire, ben, si vous n'avez pas d'aide ménagère à la maison, elle peut dire, ah, ben, moi, je vais venir ce week-end, je ferai le ménage chez toi, ou je vais venir faire la lessive, ou c'est préparer des plats qu'elles vont pouvoir congeler pendant une longue période pour justement l'aider à ne pas avoir à préparer, par exemple, à la maison. Donc, oui, l'environnement autre que familial peut aider. Maintenant, en termes de gouvernement, déjà, ce que le gouvernement pourrait faire, c'est des fois d'allonger un peu le congé maternité, de mettre en place le congé paternité aussi, pour Oui. permettre à l'homme d'aider sa femme. Et les garderies, en fait. Pouvoir avoir des garderies proches des lieux de travail, ça va aussi Qui pourrait aider aider. C'est un ces dames. stress en moins. Maintenant, en termes de programme pour aider les personnes, les dames qui souffrent soit de dépression postpartum et autres, il y a, au niveau du programme national de santé mentale, il y a une cellule qui s'occupe justement de la femme et de la périnatalité. Voilà. Sinon, après, c'est des professionnels de la santé mentale qui sont soit dans le public ou dans le privé, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes, etc. Qui suivent ces dames. Oui. Et vous, en tant que psychologue, durant ces 19 années d'expérience et d'exercice, est-ce que vous avez rencontré ce genre de cas? Oui, je ne suis pas psychologue, mais oui, j'ai rencontré ces cas. Hypnothérapeute, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Donc, en tant que hypnothérapeute, est-ce que vous avez rencontré ce genre de cas? Mhm. Oui, j'en ai rencontré plusieurs. Et comment est-ce que vous les avez gérés? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Déjà, on va aller sur la gestion des émotions. Donc, pouvoir reconnaître ses émotions, gérer ses émotions, travailler aussi sur la gestion du stress, la relaxation. Et dans les cas qui sont un peu plus complexes, on va aller chercher un peu dans le passé ou dans la famille, quel est le rapport à la maternité? Est-ce qu'il y a des blocages, des idées reçues qui font que la femme a ce vécu-là, en fait? Est-ce qu'il n'existe pas des cas où elle-même ne sait pas d'où vient le problème? Si, Et dans ce cas, justement. comment est-ce qu'on fait du coup? Puisqu'on n'a pas on n'a pas d'antécédent, je veux dire, on Mhm, ne peut pas voir dans la famille ce qui se passe, mhm. mais le problème se pose. Dans ce cas, comment est-ce qu'on le fait? Ben, ce qui est bien en hypnose, c'est que justement, on va pouvoir aller, quand on met la dame dans un état de relaxation, elle va pouvoir se connecter à son inconscient. Et l'inconscient, c'est comme une bibliothèque. En fait, ça enregistre tout ce qui nous arrive. Et donc, même si elle ne sait pas consciemment quelle est la source du problème, l'inconscient peut lui montrer et on va aller pouvoir travailler là-dessus. Merci, docteur Mariam, pour cet échange bien enrichissant. Nous sommes avec deux jeunes dames qui vont nous partager leurs expériences postpartum
avec Emmanuela Dongo, maman d'une jeune fille de 1 an, et Faye Nelly, qui est également mère d'un enfant de 1 mois. Je vais commencer avec vous, Emmanuela. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience-là? D'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir. D'abord, savoir que moi, j'ai toujours idéalisé la maternité. J'ai toujours voulu être mère. Je me suis dit, c'est le rôle de ma vie. Ouais. Et je tombe enceinte, grand rêve et tout. J'accouche, on m'envoie, puisque moi j'ai fait une césarienne, on m'envoie mon enfant, je la regarde et vide complet. Vide complet. Je n'arrive pas à m'identifier à elle. Parce que on a fait 9 mois ensemble, mais je ne la connaissais pas. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Donc, je n'ai pas senti ce lien immédiat. Je ne me suis pas dit, waouh, quelle merveille, c'est mon enfant. Et j'étais assez troublée. Et comme j'étais en salle de réanimation, ils sont partis avec le bébé. Je me suis retrouvée seule. Et j'ai pleuré quasi toute la nuit parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais j'ai toujours attendu ce moment. Pourquoi je ne l'aime pas d'un amour immense tout d'un coup? Ça a été compliqué. Et j'en ai parlé à mon ami qui m'a dit, tu viens à peine de la connaître. Prends ton temps, c'est pas forcément inné chez tout le monde. Alors que comme moi, j'avais idéalisé ce moment, ça m'a mis une certaine pression. Je me suis dit, ah zut, tu serais sûrement une mauvaise mère. Quelle mère n'aime pas son enfant du moment où elle la voit, tu vois? Et ça m'a un peu fatiguée. Ça m'a pris 2, 3 jours avant de ressentir cet amour immense de mère, c'est mon enfant, c'est ma merveille et tout. Je dirais que maintenant, je ne jure que ma fille. Et après le retour à la maison, le jour où on est rentré, quand on m'a donné mon enfant, on m'a dit, c'est ton enfant, viens, c'est le rôle de mère, il commence là maintenant. Je suis rentrée avec elle. Quand je l'ai déposée, parce que moi j'avais ma maman et ma grand-mère avec moi à la maison pour m'aider. Quand je l'ai déposée, quand on l'a déposée dans son berceau, je me suis assise, j'étais avec son papa, il m'a dit, je rentre. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, mais tu m'abandonnes, comment je vais faire? Tu me laisses avec un bébé, je gère comment je suis mère comme ça. C'est parti, ça a commencé. Et que j'ai besoin de toi, bien Oui, c'est sûr. ça, ça a été compliqué, ça a été très difficile. Déjà les bébés, ça ne dort pas la nuit. Et moi, je suis une grosse dormeuse de nature. Donc, devoir se réveiller au milieu de la nuit avec la douleur de la césarienne, avec un bébé qui pleure, tu ne comprends pas forcément pourquoi, mais je suis une jeune fille, donc ça sera ça ma vie maintenant. Ça a vraiment été compliqué. Et comme moi, j'avais déjà fait des épisodes de dépression avant, je me suis dit, ah, c'est sûr, je vais tomber dans la dépression postpartum. Ma vie va s'arrêter. Mon rêve de maternité va se gâcher. Ma vie est finie. J'étais partie en roue libre. Et heureusement pour moi, j'avais un entourage assez bienveillant qui, comme savait que j'avais des prédispositions par rapport à la dépression que j'avais pu avoir avant, ils étaient assez attentifs, assez bienveillants avec moi. Donc, j'avais des gens à qui parler, à qui expliquer comment je me sentais, qui me disaient fais comme ci, fais comme ça et tout. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Et après, être parent, c'est difficile, c'est très difficile parce qu'on ne nous prépare pas forcément, on nous explique pas. Parce que c'est tellement un truc qu'on idéalise, on se dit, dès que tu auras ton bébé, tu sauras t'y faire. Alors que non, en fait, un être humain, ça ne vient pas avec un mode d'emploi, c'est vraiment compliqué. Mais c'est beau, en fait. Et je pense que pour pouvoir ne pas tomber dans la dépression, il faut vraiment parler, il faut vraiment poser les questions. Il ne faut pas avoir peur de se tromper ou de se dire, ah, si je dis que je ne sais pas faire ça, ils vont me prendre pour une mauvaise mère et tout. Parce que ça, un enfant, ça ne vient pas avec un mot d'emploi. On apprend tout sur le tas. Exactement. On s'apprivoise, que ce soit la mère comme l'enfant. Oui. Donc, il faut vraiment avoir le courage de partir vers les autres, de demander et de dire quand on est fatigué, quand on n'en peut plus. En fait. D'accord. Et donc, je suppose qu'après 1 année avec cette belle jeune fille, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. On n'a plus de, on n'a plus de séquelles. On n'a plus de. Non, c'est toujours un peu difficile, mais ça va mieux. On s'habitue. Ça va mieux. Donc, dans votre cas bien présent, ce qui vous a aidé, c'est d'avoir un entourage présent avec qui vous avez le plus échangé. Ouais, avec qui je pouvais parler.
Exactement. Donc, ça a été vraiment une période un peu difficile, mais pas très longue. Est-ce qu'on pourrait évaluer un peu la période dans laquelle vous avez Euh, traversé cela? 2, 3 semaines, grand max. 2, 3 semaines. 2, 3 semaines. Donc, on peut dire, selon les dits de docteur Mariam, il restait un peu, on allait tomber un peu dans la période de Ouais, on dépression. était On juste était un juste peu. en phase de baby blues, c'est bien ça? Et juste 3 semaines après, c'est passé. Il s'est passé, j'ai commencé à m'habituer. J'avais vraiment une entourage hyper bienveillant autour de moi, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais dans cette période, est-ce que vous n'avez pas eu à contacter des spécialistes de la santé, juste l'entourage et c'est passé? Ou est-ce que vous avez vu peut-être un psychologue ou bien même un hypnothérapeute comme docteur Mariam? Non, non, Pas. non, ça a vraiment été que ma famille, que mes proches, que mon entourage vraiment proche. Mais pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait? Ou soit vous n'avez pas, je veux dire, est-ce que vous ne savez pas que eux, ils étaient là pour nous? Ou bien juste vous avez dit avec la famille, ça va? Non, parce que je m'étais quand même assez renseignée par rapport à la dépression postpartum. Parce que comme j'ai dit, j'étais passée par une grande phase de dépression avant. Donc, j'avais peur de tomber. Donc, avant d'accoucher, tout, je m'étais quand même assez renseignée par rapport à ça. Du coup, je savais à quel moment j'allais être en train de franchir la ligne. Donc, j'étais assez préparée par rapport à ça. Par rapport à Donc, ça. ouais, j'ai pas eu besoin de Donc, contact. on peut dire, vous avez essayé d'anticiper. Oui, c'est ça. Et ça a bien marché. Et oui, effectivement. Ah, ben si. Donc, docteur, on a écouté ensemble Miss Emanuela Dongono, ou bien Madame, Non, Mademoiselle, Mademoiselle Emanuela Dongo, qui nous a raconté un peu son cas. Est-ce que vous avez quelque chose à dire face à elle, son expérience? Euh, Elle a très bien réagi déjà, surtout sachant qu'elle avait déjà fait un épisode de dépression, parce que ce soit un antécédent personnel ou familial de troubles de la santé mentale comme l'anxiété, la dépression, etc., ça favorise le risque de faire une dépression postpartum. Donc, ça a été très bien pour elle de se renseigner, de voir quels sont les symptômes ou les choses auxquelles elle devait faire attention. Et ça a été bien qu'elle soit entourée, justement, et qu'elle ait cet espace de pouvoir parler et que les gens valident ses émotions et ce qu'elle vivait. Ah oui, je pense que c'est très important aussi, déjà que les gens valident ce que vous vivez, Ouais. qu'ils essaient de vous comprendre et vous aider à aller de l'avant. C'est Je ça. pense que c'est vraiment très important. Mais moi, j'avais une question, docteur. Est-ce que dans nos hôpitaux, pendant la phase prénatale, où on fait les visites et tout, est-ce que les médecins qui accompagnent essaient de préparer ces dames-là à cette période qui, justement, personne n'est préparé, comme elle a dit? Il n'y a pas de mode d'emploi. Elle attendait toute sa vie d'être mère. On arrive, elle voit que c'est différent. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'elles sont un peu prédisposées? On leur en parle un peu pour que déjà elles sachent que c'est quelque chose de tout à fait normal qu'elles peuvent traverser. Il n'y a pas disons, de directive où chaque gynécologue à 3 mois, 6 mois ou combien de mois de grossesse va dire, ah là, peut-être on va faire un dépistage pour voir si vous êtes à risque ou on va parler de ça, etc. Il y a des sages-femmes qui en parlent dans certains suivis, mais il n'y a rien de vraiment fixé, réglementaire. C'est un peu selon la sensibilité du médecin. Et aussi de la patiente. Comme Emmanuela, je pense qui a juste décidé de se renseigner, d'aller à l'information. Donc, on vient à notre deuxième invitée, Madame Faïnil. Fayeneli, voilà, qui va, elle, à son tour, nous partager son expérience. Vous êtes maman d'un enfant d'à peine un mois. Oui. En un mois, il y a eu peut-être beaucoup de choses ou pas, ou est-ce qu'on est dans la continuité, mais comment ça se passe? D'accord, merci pour l'invitation. Comme Emmanuela, moi j'ai subi une césarienne. Et quand l'enfant est sorti, ils m'ont montré l'enfant, je n'ai rien ressenti pour l'enfant. Je n'avais aucun sentiment pour l'enfant. Et j'ai passé 4 jours à l'hôpital. C'est vrai que mon enfant venait dans la chambre, les sages-femmes m'apportaient l'enfant, mais pendant ce temps, je ne ressentais rien pour l'enfant. Et c'est quand nous sommes rentrés à la maison le mercredi, parce que j'ai accouché un dimanche et nous sommes rentrés à la maison le mercredi. Et quand nous sommes rentrés à la maison, je me suis demandé, est-ce que c'est la vie que tu veux mener? Est-ce que tu es prête à assumer ce rôle de maman-là?
Après, je voyais mon enfant pleurer, mais franchement, ça ne me disait rien. Et après, peut-être c'est 2 jours après que j'ai commencé à ressentir des choses pour l'enfant. Et après, les nuits, franchement, les nuits, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est vrai que j'avais ma tante avec moi qui est partie le 24. Les nuits, par moments, elle me disait de dormir. C'est bon, laisse, dors, je vais m'occuper de l'enfant. Mais quand je me couche, je me disais que est-ce que j'étais une bonne mère d'entendre les cris de l'enfant et de ne rien ressentir. Et après, j'ai commencé à avoir 8 pédales. Désolée. On va juste laisser le temps de récupérer un peu. Je reviens vers vous, docteur. Les deux ont mentionné le fait qu'elles ont fait des césariennes. Est-ce bien souvent la méthode qui peut-être influe ou je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe exactement? Souvent, on dit la vraie femme africaine, c'est celle qui accouche par voie basse. Est-ce que cela contribue ou pas? Est-ce parce qu'elles n'ont pas vécu cette naissance directement? Ça a été suivi, je crois, d'une anesthésie, donc vous n'avez rien Donc, c'était senti une anesthésie locale. local, donc vous avez vu, J'étais Oui. éveillée. mais vous n'avez rien senti. Non, non. Est-ce que ce n'est pas ce genre de choses ou qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui peut expliquer un peu ce qui se passe ou juste après la naissance, pour un enfant que tu as porté pendant 9 mois, je pense qu'il y avait une connexion prénatale, il y avait cet enfant qui bougeait dans ton ventre et cet enfant sort, rien. Qu'est-ce qui se passe exactement là? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est vrai que pour les femmes qui ont subi une césarienne, ça peut jouer, ça peut contribuer au fait, parce que vous partez d'une situation où l'enfant est dans votre ventre, effectivement, il y a cette connexion-là qui se fait au fur et à mesure des mois, et vous passez brutalement à l'enfant est là. Vous n'avez pas passé cette phase où vous avez ressenti que l'enfant sortait. C'est un processus, en fait. Donc, on passe de là à là, comme on dit. Donc, ça peut contribuer au fait qu'il y ait ce petit décalage et une période d'apprivoisement de l'enfant. Voilà. D'accord. Mais des personnes qui ont accouché par voie basse peuvent ressentir exactement la même La chose même également. chose. Ah, même, je dirais même que la douleur même fait que l'enfant même va commencer à t'énerver. Parce que si on n'a pas suivi de péridurale et qu'on accouche comme ça à voix basse, quand même, il y a une douleur qui suit. Donc, Il y a une douleur qui suit, mais c'est vrai que souvent, quand on voit l'enfant, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de faire le pot à pot, de mettre l'enfant sur soi, parce que ça permet de dégager une hormone qui est l'ocytocine, qui fait qu'on est dans un certain bien-être, on oublie la douleur, etc. également les nuits, les deux l'ont mentionné, les deux mères l'ont mentionné, les nuits. Même si dans un premier instant, après l'accouchement, la mère ne ressentait pas ce problème, mais est-ce que les nuits qui suivent, parce que les bébés ne dorment pas, bon, moi j'en ai pas encore, mais oui, bien vrai que j'en ai pas, mais j'ai été tante, je crois, à plusieurs reprises où j'ai vraiment été avec ma soeur. Pour la dernière, elle a accouché en 2020, c'était dans la période de Covid et moi j'étais avec elle, voilà. J'étais avec elle tout le temps. Je voyais comment son enfant pleurait, comment c'était difficile. Pourtant, elle était très brave durant sa grossesse, mais après, ça n'allait pas. J'ai vu comment est-ce que ça n'allait plus. J'ai vu ma grande sœur commencer à sombrer. C'est vrai que je n'étais pas autant informée qu'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de dépression postpartum. Et je ne savais pas que c'était quelque chose qui était tout naturel, mais je la voyais clairement sombrer. Ça n'allait pas bien. Dans ce cas, je veux dire, comment est-ce qu'on peut les aider vraiment? Nous qui sommes à côté, c'est vrai que moi j'étais à côté, j'essayais de l'aider, mais comment répondre exactement à son besoin? Parce que même elle-même, c'était compliqué. Ces nuits-là, est-ce que ce n'est vraiment pas aussi la cause même de la dépression postpartum? Ça y contribue parce que qui dit manque de sommeil, la santé mentale va prendre un coup. C'est pour ça que c'est important de pouvoir se relayer, que ce soit avec la famille ou son conjoint, de permettre à la femme de se reposer certaines nuits. Parce que imaginez quelqu'un qui ne dort pas pendant des mois, sa santé mentale va en prendre un gros coup et ça va favoriser la dépression parce que le manque de sommeil est un des facteurs, effectivement. Ouais. Ça Et par contribue. contre,
il faut parfois batailler avec les mères, justement, parce que, comme elle le disait, ne pas se réveiller la nuit, comme mon enfant pleure. Est-ce que je suis une mauvaise mère? C'est à moi, c'est moi qui devrais m'occuper de lui, etc. Moi, je pense qu'une mère en bonne santé et physique et mentale, c'est beaucoup plus bénéfique pour l'enfant qu'une maman qui va se forcer à s'occuper de l'enfant et qui va être pas bien parce que l'enfant va le ressentir. Et quand il n'y a pas une bonne relation, on va dire, entre la mère et l'enfant, ça peut entraîner des problèmes dans le développement émotionnel de l'enfant, même en tant que bébé, avec de l'irritabilité, des pleurs incessants ou justement le fait qu'il dorme encore moins la nuit. D'accord. On y reviendra parce que c'est c'est vraiment, je veux dire, très, très, très intéressant ce de quoi nous sommes en train de parler. Mais pour l'heure, nous allons revenir avec Mademoiselle Nelly Fayet qui, après ses émotions, je pense que est plus disposée à nous parler de cette période parce que ça fait à peine un mois quand Oui. même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ça va ou est-ce qu'on continue? Comment est-ce que ça se passe réellement? Bon, comme je le disais, le fait de me coucher et d'entendre les cris de mon enfant et ne rien ressentir, je me demandais si j'étais une bonne mère ou j'étais une mauvaise mère. Et après, j'ai commencé à avoir une perte d'appétit. Je me sentais seule. J'avais l'impression de ne pas être soutenue par ma famille, par mes amis. Je me sentais vraiment seule. Par le papa de l'enfant, je me sentais vraiment seule. C'est vrai que j'avais ma tante avec moi, mais je me sentais constamment seule. Les nuits, quand l'enfant pleure, je pleurais. Je me rappelle qu'un jour, à 2 heures, parce que le papa n'est pas à Abidjan, à 2 heures, quand j'entendais les pleurs de l'enfant, je me suis permise d'envoyer un long message au papa pour dire que je n'en peux plus, que je veux arrêter parce que je suis fatiguée. Parce que moi, je sais qu'avant de tomber enceinte, je me disais que moi, j'allais donner un amour fou à mon enfant. J'allais l'aimer de tout mon cœur. Et de savoir que je ne fais pas ce que je pensais m'a beaucoup fatiguée. Donc après, c'est ce que je disais, je ne mangeais pas assez. Les nuits, c'était compliqué. Je me sentais seule. Et aussi, j'avais un problème de famille. J'entendais plein de choses qui me fatiguaient. Et je me suis réfugiée dans la prière. Je me suis dit que c'est seul Dieu qui pouvait m'aider à pouvoir sortir de là. Donc j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier. Et après, je me disais que l'enfant n'a pas demandé à venir. C'est son papa et moi qui avons décidé que l'enfant vienne. Donc je ne veux pas que l'enfant souffre parce que moi, je sais que je veux. Je me suis dit que ce que j'ai vécu dans mon enfant, je ne voudrais pas que mon enfant vive ça. Donc je me disais que l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. L'enfant, c'est une petite ponche que Dieu m'a donnée. Donc il faudrait que je mette tout en œuvre pour que l'enfant soit épanoui. Donc je priais, je me disais que l'enfant doit vraiment être épanoui. Donc c'est en disant ça que je trouvais la force de pouvoir vraiment me lever les nuits maintenant pour pouvoir donner à téter à l'enfant, pour pouvoir lui donner le biberon, tout et tout. Donc après, l'enfant qui me faisait pleurer est devenu ma force. Je me dis que je dois me lever pour mon enfant. Je ne veux pas que mon enfant soit triste. Je ne veux pas que mon enfant ressente ce que je ressens. Parce que je sais que mon gynécologue m'a dit que ce que tu ressens, l'enfant ressent. Quand tu es triste, l'enfant est triste. Mais quand tu as la diarrhée, l'enfant a la diarrhée. Donc, je me suis dit que je ne voudrais pas que mon enfant ressente ce que je ressentais. Donc, il faudrait que je me lève, que je me batte, que mon enfant soit épanoui, pour que demain, l'enfant puisse dire que maman s'est battue pour moi. Donc, c'est ce que je fais et puis je me réfugie dans la prière pour que Dieu puisse m'aider. Donc, c'est ce que je fais. D'accord. Je pense que ça mérite un peu, quand même des ovations. C'est, c'est vraiment pour moi une grande preuve de force et de résilience. Donc, pour vous, ça a été plus la prière qui vous a aidé à sortir de cette période-là. Oui. Donc, je Mais ne peux pas sortir totalement, mais ça va. ça va. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes sur le bon chemin. Oui. Donc, ça va mieux. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous avez dit que vous vous êtes senti seul, malgré la présence de votre tante, le papa n'étant pas en Côte d'Ivoire, Non, pas Abidjan. pas habituel. Donc, vous êtes vraiment senti seul. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas contacté des personnes, des spécialistes en fait dans le domaine, à qui parler, expliquer quelque chose ou bien... Bon, de base, je suis quelqu'un qui garde tout en elle. Je ne suis pas quelqu'un qui viendrait exposer ses problèmes ou bien extérioriser ce qu'elle ressent. Donc, quand quelque chose m'arrive, je garde et puis après, je me dis, bon, c'est la vie, ça va passer. Comme ça, je suis. Un peu comme ça, mais à force de garder, Peut-être, oui. de garder, vous avez vu que même là, ça a failli quand même
à un moment donné, avoir des répercussions sur Sur votre l'enfant, oui. relation aussi et la relation avec le papa. Oui. Parce que vous avez dit, vous avez voulu arrêter. Oui. C'était arrêter la relation carrément. Ou arrêter quoi? Arrêter d'être mère. Oui, Mais comment est-ce qu'on peut arrêter avec l'enfant qui est là? parce que j'étais fatiguée. Juste fatiguée. C'est vraiment difficile à vivre, je peux comprendre. Docteur, je reviens encore vers vous. Hein. Ce genre de cas, est-ce que vous les avez déjà reçus chez vous? Bien sûr. Il Comment y a des est-ce cas où les mamans ne veulent pas voir l'enfant, hein, et ça prend des semaines et des semaines. Donc, on décide carrément d'arrêter. Parce que là, moi, j'ai pensé que ça avait eu des répercussions sur sa relation avec son homme, mais c'était juste qu'elle ne voulait même plus voir l'enfant. Ah, c'est très compliqué. Oui, ça arrive et il faut y aller doucement. Faut accueillir les émotions de la maman. Il faut pouvoir discuter avec elle, qu'elle puisse reconnaître ses émotions, prendre un temps pour elle. Ce que peut-être vous n'avez pas fait aussi. C'est important, en fait, au-delà même du postpartum, en tant que personne, de pouvoir prendre du temps pour soi, pour s'asseoir, réfléchir, voir qu'est-ce qui n'a pas été cette semaine, qu'est-ce qui m'a fait du tort, pourquoi j'ai réagi à telle situation, etc. Et essayer d'analyser pour comprendre ce qui nous arrive. Parce que le fait de pouvoir gérer ses émotions, reconnaître les émotions déjà, le premier pas, et les gérer ensuite, ça c'est la base en fait d'une bonne santé mentale. Donc la gestion des émotions, la gestion du stress, avoir aussi une hygiène de vie qui est bonne, tout ça participe à une bonne santé mentale. Et dans votre cas, moi je vous conseillerais de pouvoir parler à un professionnel de la santé mentale, que ce soit un psychologue. Il y a le numéro 143 par exemple que vous pouvez appeler, c'est anonyme et gratuit. Vous pouvez appeler de chez vous, dans votre chambre, personne ne saura. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous avez encore à évacuer. Oui, énormément de choses. Parce que tout à l'heure, comme c'était beaucoup d'émotions, c'était vraiment chaud. Hein. J'ai vraiment fait l'effort de ne pas pleurer, sinon qui allait consoler l'autre. On devait garder la force sur le plateau, raison pour laquelle on a essayé de revenir, aborder d'autres sujets avant de vous revenir, mais c'était vraiment chaud. Bien vrai que je ne l'ai pas encore vécu particulièrement, comme je le dis, mais nous sommes des femmes. On passe toutes par la même période et je sais aussi que c'est ce qui m'attend parce que je veux pas, j'ai pas fait de vœux de religieuse et je sais que c'est ce qui m'attend à l'avenir. Du coup, ça fait un peu peur. J'avoue que ça fait un tout petit peu peur. Je me demande bien, est-ce que je suis prête aujourd'hui? Je me pose la question. Je pense qu'on n'est jamais prêt à être parent. On n'est jamais prêt à être parent. On ne peut pas se préparer à être parent parce que déjà, chaque maternité est différente. Chaque accouchement est différent. Chaque enfant est différent. Donc, une expérience ne peut pas se comparer à une autre. Par exemple, il y a des personnes qui, dès 3 mois, doivent être allaitées jusqu'à la fin. Ensuite, des césariennes avec complications. L'enfant peut être tout le temps malade ou dans d'autres cas, des personnes, la grossesse se passe très bien, césarienne, l'enfant dort toutes ses nuits. Il y a vraiment une multitude de grossesses et d'accouchements. Il y a Donc, une panoplie de cas. voilà. Mais là, ça me vient me poser une autre question. Est-ce qu'une mère qui a déjà eu un premier enfant ou bien a déjà subi 2, 3 grossesses a encore le risque de tomber dans la dépression postpartum? Oui. Chaque grossesse est différente. Donc, il peut arriver qu'à la première grossesse, elle n'a pas ressenti ça. Ça s'est très bien déroulé. Deuxième grossesse, mais troisième grossesse, par contre, ça arrive. Oui. Parce que le contexte va être différent. Ce qu'elle a vécu pendant la première grossesse ne sera pas ce qu'elle vit durant la troisième grossesse. Aussi, en termes d'hormones, les hormones aussi, le taux d'hormones peut changer d'une grossesse à une autre. Donc, ça peut occasionner ce cas-là. Et on avance tout doucement vers la fin, mais j'aimerais revenir un peu sur les propos de mademoiselle Nelly, voilà, Nelly Fayet, qui a dit que elle, étant quelqu'un d'introverti de nature, elle ne parle pas aux gens. J'avais, dans les débuts de nos propos, j'avais demandé est-ce qu'il y avait un programme d'État pour accompagner ces dames-là. Je ne pense pas que ce soit un cas isolé parmi 1000 en Côte d'Ivoire, en Afrique, ou bien partout, même dans le monde entier. Revenons même juste à Abidjan ici. Elle n'est pas un cas isolé. Elles sont plusieurs, ces jeunes dames.
introverties, qui vivent ça seules. C'est-à-dire que même le médecin qui l'a suivi pendant la grossesse n'a pas connaissance de ce qu'elle vit là. Comment est-ce qu'on peut vraiment aider, venir à elles, leur montrer qu'elles elles ont autour d'elles ces personnes-là qui se soucient de leur cause à cette période donnée de leur vie. Voilà. En fait, c'est La un seule peu ça. chose, c'est par l'éducation, les campagnes de sensibilisation. Déjà, je pense que la santé mentale, il faut en parler dans les écoles dès le plus bas âge, déjà pour éviter qu'on ait des jeunes adultes et des adultes qui ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions, ils ne savent pas reconnaître, ils ne savent pas gérer leur stress aussi. Et la sensibilisation, c'est de faire des campagnes de sensibilisation, c'est de pouvoir aller dans les écoles, expliquer c'est quoi la santé mentale, quels sont les enjeux de santé mentale. Il y a aussi des ONG, donc Save Your Mind en fait partie. Voilà. Des ONG qui, à mon sens, mènent vraiment un combat noble aujourd'hui. Moi, je veux dire, c'est vrai que la santé mentale, on entend parler, mais il faut reconnaître que le sujet n'est vraiment pas généralisé comme tous les autres sujets sous nos cieux. J'entendais parler, mais aujourd'hui, avec Save Your Mind, je découvre encore plus d'autres aspects de la chose, comme également le postpartum et l'influence que cela peut avoir sur la santé mentale de la jeune fille et également d'autres causes. On pourrait généraliser à toute la population parce que il y a des choses qu'on ne vivait pas sous nos cieux, qu'aujourd'hui, on commence à voir beaucoup. On a des cas de suicide un peu partout, à tout moment. Avant, on n'entendait pas trop, mais aujourd'hui, de plus en plus, on constate de plus de cas. Je pense qu'on doit vraiment se pencher là-dessus. Donc, ça ne doit pas rester seulement le combat des ONG ou bien le combat de certaines personnes qui ont décidé d'aider leurs semblables. Mais ça doit être vraiment un programme qui vient de là-haut et qui aide toutes ces personnes qui en ont besoin. Mais il y a le programme national de Le santé programme mentale, national de santé voilà, mentale, qui fait des actions régulièrement. C'est sûr qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc, je pense que le programme ne peut pas tout faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des ONG, il y a des personnes privées comme moi, par exemple, avec la campagne La Pause Mentale qu'on a fait en septembre pour sensibiliser justement les gens aux enjeux de santé mentale. Je pense que chacun a sa pierre à ajouter à l'édifice. On ne peut pas tout attendre de l'État parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, exactement, beaucoup de choses. des fois, il faut aussi s'impliquer et puis porter les causes qui sont importantes pour nous. Donc, avec le programme national de santé mentale qui justement existe et le numéro vers le 143 que vous avez dit qu'on peut appeler à tout moment, voilà, je vous exhorte vraiment à les appeler. Je pense que cela pourra aussi vous aider. C'est vrai qu'il y a la prière qui vous a aidé jusqu'aujourd'hui, mais parler à quelqu'un de ce qu'on vit pourrait être également une manière d'évacuer un peu mieux. Voilà. Et D'autant plus que d'après ce que j'ai compris, il y a peut-être quelques traumatismes d'enfance aussi en bas. on est avec notre hypnothérapeute également, qui est là, qui a déjà commencé à diagnostiquer un tout petit peu, juste par vos dires. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire encore pour vous aider à sortir totalement de cette période. Merci, mademoiselle Nelly, voilà, Faye Nelly, pour votre expérience, également Emmanuela Dongo. Pour vous, j'avais juste une toute petite question. Est-ce que le papa, il était là ou pas? Comme On ne vivait pas ensemble. Enfin, on ne vit pas ensemble. On est chacun chez nos parents. Mais il essayait le maximum possible d'être là pour moi, de m'aider, de m'écouter, d'être présent quand il pouvait pour m'aider avec la petite. Donc, j'ai eu la chance. mais il n'y a pas eu de période où on a eu envie de ne pas le voir du tout. Ah, si. Ah, si, si. Si, ça arrive quand même, parce que avec la chute des hormones, on ne sait pas forcément bien les émotions et tout est sujet à confrontation la plupart du temps. Donc, ça a quand même été une période difficile pour nous deux, parce que c'est une période où je me suis focalisée que sur mon rôle de mère. J'étais que la mère de la petite et il y a des moments où j'oubliais que j'étais la conjointe de telle personne. Donc, ouais, ça a quand même agi sur notre relation à tous les deux. On a vraiment passé
un moment assez riche dans les échanges et dans les discussions. On a parlé des symptômes notamment et également on a vu des cas pratiques avec vous. Docteur, nous tendons vers la fin. Est-ce que vous aviez des solutions ou, je veux dire, des, Des des outils. techniques, voilà, pour aider ces jeunes dames-là surtout? Parce qu'on voit que c'est un rôle, non, c'est pas un rôle, on voit que c'est une période qui joue un rôle assez prépondérant sur leur santé mentale, en fait. C'est-à-dire, non seulement avec les pressions qu'elles vivent déjà, il y a le postpartum également. N'oublions même pas le truc de congé. Imaginons qu'elle travaille, elle vit cette période, elle doit reprendre le travail. C'est très compliqué. Comment est-ce que vous pouvez nous partager quelques tips quand même pour ces jeunes dames-là pour qu'elles puissent mieux gérer cette période? Oui, bien sûr. Avant de donner les outils, je voulais quand même dire qu'il y a 10% des hommes qui font une dépression postpartum aussi. 10% des Oui, hommes, il y a 10% des hommes. Pour dire à quel point l'arrivée d'un enfant, ça peut chambouler nos acquis, en fait. même les hommes. En fait, Voilà. là, par contre, je suis très étonnée. Je ne savais pas. Ouais. Je me dis, il est juste le papa. Il est juste le Il papa, est juste le mais papa. Il n'a pas porté la il grossesse. il vit la situation, il vit un certain stress. S'il aide la maman dans les nuits, lui aussi, il dort pas. Il aide à aider pour l'enfant. Et puis, sauf si je me trompe, je ne pense pas qu'il y ait le congé paternité en Côte d'Ivoire. Donc, Bon, ça existe. ça Ça existe. existe 2 jours à peine. Oui, bon, 2 jours. Ok. 2 jours à peine. Donc, passer les 2 jours, bon, il aide la maman, il dort Oui, pas, mais il va travailler. Donc, vous exactement. voyez que quand même, sa santé mentale peut en prendre un coup aussi. Donc, il y a 10% des hommes quand même. Qui vivent Une une dépression sorte de dépression, mais une postpartum. Oui, dépression une même dépression en tant que postpartum. telle, oui. Ah, mais je pense qu'on doit vraiment se pencher aussi sur le cas. Dans un avenir tout proche, je pense qu'on va se pencher également sur le cas. Et vous avez mentionné un sujet que moi je trouve assez pertinent, ce sont les congés. Les congés de paternité, c'est vrai, à peine 2 jours, qui n'aident pas. Moi, je sais que pour certaines entreprises, on peut aller jusqu'à 3 mois, 3 mois ou même 6 mois pour d'autres, c'est-à-dire 3 mois avant, 3 mois après. Mais pour les entreprises où c'est 3 mois, si vous prenez le risque d'aller un mois et demi avant, vous êtes obligé de revenir un mois et demi après. Pourtant, vous n'êtes pas totalement rétabli. Je veux dire, j'ai avec moi ici Nelly. Voilà, Nelly qui doit quand même encore subir, bon, je ne vais pas dire subir, qui doit quand même encore suivre une sorte de thérapie pour mieux se rétablir. Mais imaginons qu'elle travaille dans une entreprise, son enfant a déjà un mois et demi à peine elle reprend, il y a la pression du travail, il y a un peu de tout. Est-ce que vraiment, on doit vraiment se pencher sur ce cas-là? Oui, ça, c'est au niveau des gouvernements. Je pense qu'un congé maternité de 3 mois, c'est vraiment juste. C'est Un vraiment peu, juste. vraiment un peu Surtout juste. quand on est dans une ville comme Abidjan avec les embouteillages, ne serait-ce que pour l'allaitement, c'est compliqué pour les femmes de pouvoir poursuivre l'allaitement alors que c'est recommandé par l'OMS. Oui. Donc, déjà ça. Il n'y a pas aussi de garderie pour dire dans tous les quartiers ou proches. Par exemple, au plateau, je pense qu'il y a une seule garderie, hein, de ce que je sais. Donc, pour tous ceux qui travaillent au plateau, par exemple, ou dans la zone portuaire, à Vridi, etc., on ne peut pas prendre son enfant, dire, ah ben, je vais le déposer là, il a 15 minutes de mon travail, et puis voilà. Donc, c'est toute une organisation à remettre en place, et ça serait bien de se pencher sur l'allongement du congé maternité. Après, c'est vrai que si la maman n'est pas prête à reprendre le travail, il y a le congé maladie, donc elle va voir son médecin qui va la mettre en arrêt de travail. C'est vraiment super. Bon, là, déjà, on peut quand même saluer l'initiative de laisser peut-être 2 heures aux dames qui, justement, à l'aide de... C'est-à-dire même qu'elles reprennent le travail jusqu'à un certain temps, elles ont 2 heures, elles peuvent rentrer soit à 16 heures ou bien là encore 2 heures pour l'allaitement, en fait. Donc, déjà, c'est une très belle initiative, même si on pense qu'il y a encore des choses à faire. Donc, On va pas critiquer, mais bon, les 2 exactement. heures, l'enfant, il boit quoi? Combien de fois par jour? C'est pas arrivé 2 heures avant qu'il va. Mais bon, c'est déjà bien, on va dire. C'est déjà bien. Voilà, on va quand même prendre ça pour le moment Voilà, en exactement. attendant d'avoir des améliorations.
Donc, docteur, Voilà, donc maintenant, je voulais oui, parler des outils. exactement. Bon, des choses vraiment très pratiques. Déjà, même si vous êtes mère, même si vous avez un enfant en bas âge, il faut vous arranger avec votre entourage. Il faut que vous preniez un temps pour vous tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes. Aller prendre une douche chaude, un bain, pouvoir vous asseoir, faire une micro-sieste, etc. Ça, c'est vraiment très important pour pouvoir récupérer dans la journée. La deuxième chose, c'est d'avoir un cahier dans lequel vous allez écrire vos émotions. Ça va vous permettre de vous suivre, de voir comment vous évoluez et également de détecter justement si vous commencez à tomber dans la dépression. Parce que si au début vous dites je me sens fatiguée, je suis triste, etc. et qu'au bout d'un mois vous voyez ah mais non, là, j'ai plus envie d'être là, j'aimerais que tout s'arrête, etc. C'est quand même des points qui indiquent que c'est en train de s'aggraver. L'autre chose, c'est de faire des exercices de respiration pour gérer le stress, pour gérer l'anxiété. Donc, il y a une technique qui s'appelle le 4-7-8 qui est vraiment très simple. Vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez la respiration pendant 7 secondes et ensuite vous expirez pendant 8 secondes. Donc, vous pouvez faire ça pendant 2 à 5 minutes. Ça vous permet de vous calmer tranquillement. Un autre exercice, c'est un exercice d'ancrage, on va dire, pour vraiment vous retrouver, comme on dit, ici et maintenant. Donc, vous vous concentrez, vous cherchez 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous pouvez toucher, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez et une chose que vous pouvez goûter. Donc ça, c'est un exercice qui va permettre de venir couper en fait vos pensées et vous focaliser sur quelque chose et ça va pouvoir diminuer aussi l'anxiété. Après ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir s'organiser avec la famille, les amis, etc., pour pouvoir avoir de la nourriture qui est déjà congelée, des personnes qui vont pouvoir vous aider pour votre ménage, votre lessive, pour s'occuper même de l'enfant, pour pouvoir faire des tournées, des calendriers, même pour les nuits. Par exemple, vous faites 2 nuits, ensuite le papa ou la grand-mère ou la sœur, etc., pour vous permettre justement de récupérer, parce que le sommeil, c'est très, très important. Et en dernier, mais pas le moins important, c'est vraiment d'avoir une hygiène de vie, donc pouvoir manger de façon équilibrée, pouvoir avoir une petite activité sportive, ne serait-ce que marcher 30 minutes par jour, et le sommeil, encore une fois, qui est très important. Donc voilà, c'est des petits outils qui peuvent déjà aider. Et quand on voit qu'on n'arrive pas et que ça dure trop, n'hésitez pas à contacter un professionnel de la santé. Même une seule consultation peut aider. Et puis voilà. Peut vraiment aider à sortir de cette période. Merci, docteur, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Il a été pour moi très bénéfique. J'en ai appris encore plus. Merci à Emmanuela Dongo qui nous a partagé son expérience. Aujourd'hui, ça va mieux. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager à toutes les jeunes dames qui vont vivre bientôt cette expérience ou bien qui vivent déjà le postpartum? Moi, ce que j'ai à dire, c'est de ne pas prendre tout personnellement, en fait. On n'est pas une mauvaise mère si on ne sait pas s'y prendre. Parce que on est tous jetés dans le tas comme ça, on apprend tous sur le tas. Chaque enfant et chaque mère est différente. C'est parce que tu as vu ta maman faire ci et ça, et que si tu n'arrives pas à faire, ça veut dire que tu es une mère incapable ou incompétente, en fait. On est tous en train d'apprendre, on s'apprivoise, que ce soit le bébé comme la maman. Il faut se donner le temps, il faut être tolérant envers soi-même. Il faut surtout demander de l'aide quand on voit qu'on est débordé, en fait. Merci, Emmanuela. Je pense qu'on va tout prendre ça quelque part, surtout moi. Je vais noter quelque part. J'ai déjà quelques tips avec Dr. Mariam, avec toi, et je reviens vers toi, Nelly. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous? Oui, peut-être mon dernier mot, ça serait de parler de ce qu'on ressent, de ne pas garder tout en soi. Ça serait bénéfique de parler de ce qu'on ressent. Donc, je peux compter sur vous pour appeler le 143. Oui. Le postpartum a effectivement des effets dans la vie de chaque moment, bien vrai. Qu'on s'attendait à ce que cela soit pour nous une période très joyeuse, par moments, nous vivons une réalité qui est loin de ce qu'on aurait pu imaginer. N'hésitez pas à en parler. Nous avons le programme national du gouvernement qui est là. Appelez juste le numéro 143, qui est le numéro vert, disponible 24 heures sur 24. 16 jours sur 7. Également, vous avez des ONG comme Save Your Mind aujourd'hui
qui ouvre la parole sur ce sujet. Vous n'êtes pas seules, mesdames. Vous êtes soutenues. Alors, à la prochaine. Merci.